Sous un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Lundi 28 juillet, 11h30, chronique du groupe Fred Zeller, et une nouvelle fois, nous allons aborder la question de la Palestine. Au lendemain des déclarations d'Emmanuel Macron annonçant qu'il allait reconnaître l'État de Palestine, de nombreuses questions se posent. Les livraisons d'armes, de munitions et d'articles militaires en tout genre de la France vers Israël ont-elles cessé ou vont-elles cesser ? Aucune information à ce sujet. Et de quel État parle-t-on ? Alors, cette question rejoint très directement un article qui a été publié sur Mediapart, ou plus exactement un entretien avec Naji El-Khatib, qui est un sociologue palestinien, et le titre de l'article de cet entretien, c'est « Reconnaître l'État palestinien, mais de quel État parle-t-on ?» Donc la question est bien réelle. La France a promis de reconnaître bientôt un État palestinien aux côtés d'Israël, mais pour le sociologue palestinien Naji El-Khatib, la solution dite à deux États efface le caractère colonial du projet sioniste et ne garantit en rien les droits des Palestiniens, notamment celui du retour. Nous sommes là au cœur de la question. Je rappelle que, au moment même de ce que les Palestiniens continuent d'appeler envers et contre tout la Nakba, c'est-à-dire au moment de la création de l'État d'Israël, la déportation et l'exil de Palestiniens, eh bien, la revendication du droit au retour a été très fortement mise en avant et les Palestiniens n'ont cessé d'avancer cette revendication, le droit au retour. Et c'est bien normal. Alors, voyons voir ce qui se passe dans cet entretien. Le 9 septembre 1993, les accords d'Oslo, signés entre le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, Yasser Arafat, et le Premier ministre israélien Isaac Rabin, consacraient la solution dite à deux États. À l'époque, le grand intellectuel palestinien Edward Saïd a surnommé l'accord le Versailles palestinien, conscient de la capitulation qu'il représentait pour son peuple sans garantir son droit à l'autodétermination. Près de 32 ans plus tard, Israël est dirigé par un fervent opposant aux accords d'Oslo, Benyamin Netanyahou. Les Israéliens avancent dans l'annexion de la Cisjordanie, qui est désormais presque actée, et poursuivent depuis plus de 650 jours une guerre génocidaire à Gaza. Les accords d'Oslo ont depuis longtemps été enterrés. Pourtant, la solution dite à deux États continue d'être érigée en seule solution viable sur la scène internationale, y compris largement parmi les soutiens des Palestiniens. Reconnaître deux États, israéliens et palestiniens, revient à gommer le caractère colonial du projet sioniste, affirme Naji El-Khatib, chercheur en sociologie politique, professeur à l'université Al-Najah de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Réfugié palestinien né au Liban, il milite au sein de la mouvance One Democratic State, qui prône un seul État démocratique de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain et réunit Palestiniennes et Palestiniens et Israéliennes et Israéliens en leur garantissant les mêmes droits. Il n'y a qu'ainsi qu'on pourra garantir le droit au retour des Palestiniens réfugiés, expulsés à la création d'Israël et offrir l'autodétermination aux Palestiniens citoyens d'Israël, explique-t-il. Mediapart pose la question. Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir que la France reconnaîtra l'État de Palestine en septembre lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Qu'est-ce que cette déclaration vous inspire ? Naji El-Khatib. Emmanuel Macron veut reconnaître l'État palestinien. Mais de quel État parle-t-on ? Quels moyens la France va-t-elle déployer pour traduire cette reconnaissance de l'État de Palestine ? On est dans le domaine de la politique spectacle. Les accords d'Oslo étaient censés créer un État palestinien au bout de 5 ans. Donc en 1998. On en est en 2025. On négocie depuis 32 ans la création d'un État palestinien. Au moment des accords d'Oslo, il y avait environ 160 000 colons israéliens en Cisjordanie et à Gaza. Ces derniers
sont partis en 2005 sur décision de l'ex-premier ministre israélien Ariel Sharon. À cette époque-là, les territoires palestiniens promis correspondaient à 23% de la Palestine mandataire. Aujourd'hui, selon les statistiques israéliennes, les colons sont presque 1 million. Selon l'ONU, 700 000 en mars 2024. Et de 23% du territoire historique, on est passé à 10%. Ces territoires ont été avalés par la colonisation. Lors des négociations d'Oslo, toute la zone C, qui représente 60% de la Cisjordanie, est passée sous le contrôle absolu d'Israël. Est-ce qu'Emmanuel Macron propose de récupérer toutes ces terres qui ont été volées pendant le processus de paix? Est-ce que le président français a les moyens de demander à ses colons de retourner de l'autre côté de la ligne verte tracée lors de l'armistice de 1948? Les colons sont là. Je me suis promené à Ariel, une colonie à côté de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Ariel est une cité prospère, avec une université qui a des relations au niveau international. Elle est plus vaste que Naplouse, qui est pourtant la deuxième ville palestinienne de Cisjordanie, après Hébron. Cette annonce du président permet-elle de pallier l'absence de sanctions françaises contre Israël? Bien sûr. Il s'agit de dire que la France fait quelque chose alors qu'elle est coupable de complicité active dans ce génocide. Sur le terrain, cette annonce ne change rien. La France a une place importante au sein de l'Union européenne, mais elle n'a pas utilisé son poids politique et diplomatique pour influencer la décision européenne la semaine dernière concernant le traité d'association entre l'État d'Israël et l'Union européenne. On fait tout pour que cette coopération scientifique, technologique, dans l'armement, dans la haute technologie, continue. Pourquoi les Israéliens se gêneraient-ils dans ces conditions? Ils peuvent hausser la voix, un peu, contre la décision de Macron, notamment l'extrême droite israélienne, mais on sait bien qu'il s'agit juste d'une annonce. Il n'y a pas de vision française, ni européenne dans la région. La France gaulliste avait une position claire par rapport à ce qui se passait au Moyen-Orient. S'il y a une politique française dans la région aujourd'hui, elle se résume à un soutien inconditionnel à Israël. Ce n'est pas nouveau. La France est complice du génocide et de la politique d'expansion coloniale de l'État d'Israël. Sur le dossier palestinien, la France n'a aucune considération pour les droits humains, le droit des Palestiniens à une vie digne et à l'autodétermination. Si la politique n'est dictée que par des intérêts et des rapports de force, on bascule dans un monde sauvage, le puissant dicte sa loi. Mais au fond, la reconnaissance de l'État palestinien est avant tout une demande de l'autorité palestinienne, qui aujourd'hui représente le peuple palestinien sur la scène internationale, questionne donc la rédaction de Mediapart. Réponse de Naji El-Khatib. Effectivement, si je critique la France et les forces impérialistes, je vois aussi très bien le problème chez nous, les Palestiniens. L'autorité palestinienne prétend représenter les Palestiniens, mais elle n'a pas organisé d'élection depuis 2006. Elle est complètement prisonnière des accords d'Oslo qu'Israël a laissé tomber depuis une éternité. Ce dernier se fiche bien de ce qui a été signé en 1993. Seule l'autorité palestinienne les applique. Mahmoud Abbas, c'est-à-dire le président palestinien, a même qualifié la coopération sécuritaire avec les services de sécurité israéliens de sacrée. Qu'est devenue la question palestinienne entre les mains d'une telle autorité? Celle-ci est répressive. Elle a perdu toute légitimité. Elle est devenue un auxiliaire de l'occupation. Une partie de l'élite palestinienne est vendue à l'autre partie, les Israéliens, qui nous massacrent, nous expulsent, rend la vie des Palestiniens partout invivable. Et donc la rédaction de Mediapart demande « Pourquoi, selon vous, la solution dite à deux États dans le sillage d'Oslo n'est-elle pas souhaitable ?» Réponse de Naji El-Khatib. « Je suis un réfugié. À la création de l'État d'Israël, lors du déplacement forcé des Palestiniens, ma famille, qui était à Jaffa, a pris la mer. Mes parents, au lieu d'atterrir à Gaza, se sont retrouvés au Liban, tout simplement parce que le bateau de pêche s'est trompé de direction et est allé vers le nord au lieu de se diriger vers le sud. Mon frère et moi sommes donc nés au Liban après la Nakba. Sur les 14 millions de Palestiniens dispersés à travers le monde, 65% sont des réfugiés, issus de ce déplacement forcé en 1948. L'UNRWA, l'agence onusienne chargée des réfugiés, en reconnaît officiellement 5,9 millions fin 2024, soit 42% seulement. La solution à deux États, selon la conception d'Oslo, les exclut du champ politique.
C'est condamnable. Ça ne peut pas tenir comme solution définitive de ce conflit colonial. L'État d'Israël est comptable de l'expulsion de la majorité des Palestiniens de chez eux. Pourquoi ne demande-t-on pas à cet État d'ouvrir sa porte aux réfugiés palestiniens? À la rigueur, moi, personnellement, je me fiche bien d'avoir un État. Ce n'est pas ma quête principale. Ce qui m'occupe, c'est mon droit au retour et celui de mes enfants. Les Palestiniens ne laisseront pas tomber leurs revendications essentielles. La seule solution est d'avoir un État unique avec des citoyens égaux en droit. J'ai vu la déclaration du Parti communiste hier qui se réjouissait de la déclaration d'Emmanuel Macron. Je ne doute pas que les communistes soient sensibles aux droits des Palestiniens. Mais la gauche française manque l'essentiel. Il faut voir la question palestinienne dans sa globalité. Il ne faut pas la morceler entre un problème d'État, la Cisjordanie, Gaza, etc., etc. L'idée de reconnaître Israël en tant qu'État juif, c'est un positionnement contre nature pour moi, pour des gens qui se revendiquent démocrates ou laïcs. On accepte un État qui soit juif en Palestine? Pourquoi n'accepte-t-on pas un État islamique à Téhéran, par exemple? La gauche française, jusqu'à maintenant, n'arrive pas à cerner exactement la nature véritable de l'État israélien. C'est un État raciste et colonial, tout simplement. Il s'agit d'un conflit colonial dont le problème profond est la négation des droits des Palestiniens. Il n'y aura jamais une solution politique à ce conflit tant que le droit au retour ne sera pas satisfait, et la région sera toujours perturbée politiquement tant que cette question essentielle n'est pas résolue. Les Palestiniens ne laisseront pas tomber leurs revendications essentielles. La seule solution est d'avoir un État unique, avec des citoyens égaux en droit. Question de Mediapart. Un seul État, du fleuve à la mer, entre guillemets, qui engloberait Israéliens et Palestiniens? Il existe déjà, répond Naji El-Khatib. Il y a quelques jours, la Knesset, le Parlement israélien, a voté à la majorité absolue une motion, une motion non contraignante appelant à annexer officiellement la Cisjordanie. Ça donne carte blanche à un gouvernement composé de fascistes. Dans les faits, la Cisjordanie est déjà annexée. On n'avait pas besoin d'un vote de la Knesset. Mais cette dernière a légitimé cette colonisation rampante qui grignote jour après jour ce qu'il reste des territoires palestiniens. En outre, la solution à deux États est raciste en soi. Un État pour les Juifs, un État pour les Palestiniens, chacun vit de son côté. Mediapart demande. Mais comment faire État? Vivre ensemble aujourd'hui après les crimes et les atrocités commises ces derniers mois, après le génocide à Gaza et le nettoyage ethnique en Cisjordanie? Le génocide a augmenté la haine entre communautés, répond Naji El-Khatib. Il a fait de l'autre l'ennemi absolu, sans aucune nuance. Mais je ne vois pas d'autre solution. Ce territoire est petit. Quand je suis à Naplouse, au cœur de la Cisjordanie, je vois la mer. On est condamné à vivre ensemble. Les Palestiniens ont tout essayé. Ils vivent actuellement une crise existentielle. On a essayé la lutte armée pendant presque 100 ans. On a essayé la diplomatie environ 35 ans. Ni l'option militaire, ni l'option diplomatique n'ont apporté de résultats tangibles sur le terrain. On recule, nos droits se rétrécissent petit à petit. Moi aussi, personnellement, je suis hanté par le génocide. Je n'arrive pas à dormir depuis presque une année et demie. Mais en même temps, des fois, il faut prendre quelques distances avec le réel, utiliser l'imaginaire politique pour voir plus loin que la réalité, celle du génocide, de la colonisation, de la désormais possible expulsion massive des Gazaouis, qui va être une catastrophe supplémentaire. Les Israéliens ne peuvent pas nous effacer. Nous ne sommes pas les autochtones du Nouveau Monde écrasés au XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècle. Le monde a changé. Malgré la puissance apparente de l'État d'Israël, il a une faiblesse structurelle. La présence des Palestiniens, ce n'est pas le Hamas le problème pour Israël à Gaza, c'est le peuple palestinien à Gaza. Le réalisme d'un État laïque et démocratique pour tout le monde va à contre-courant du génocide. C'est une proposition éthique, humaniste, une porte de sortie. Pour moi, c'est le seul État que je souhaite voir exister. Donc voici, c'était donc cet entretien entre Mediapart et le sociologue palestinien Naji El-Khatib, universitaire à Naplouse. Ça me semblait extrêmement important d'apporter cette contribution à la réflexion de nos auditrices et auditeurs, parce que la question au lendemain des déclarations d'Emmanuel Macron
devient encore plus brûlante. Et en ce qui me concerne, je considère effectivement que l'élément que donne à plusieurs reprises dans l'entretien Naji El-Khatib, la question de l'égalité des droits est la question fondamentale, et que la prise en compte de cette question est complètement contradictoire quelque part avec la solution à deux États, dont Naji El-Khatib montre que ce sont deux États qui seraient, séparés par des questions identitaires, avec tous les risques que ça peut comporter. Et donc, personnellement, je suis également tout à fait favorable à l'ensemble des éléments qui ont été donnés dans son entretien par Naji El-Khatib. Alors, sur la question palestinienne toujours, je voudrais revenir sur un aspect particulier. La Cour nationale, et c'est un communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée. La Cour nationale du droit d'asile au secours des Palestiniens de Gaza, une brèche est ouverte contre Israël, État sioniste, assassin. Le 11 juillet 2025, c'est donc tout récent, la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, qui juge les litiges ayant trait aux décisions de l'Office français des réfugiés et apatrides, OFPRA, et examine les requêtes des personnes faisant l'objet de mesures prises directement sur le fondement de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui même, a annulé l'attribution par l'Office à une Palestinienne de Gaza et son enfant, le 9 juillet 2024, de la protection subsidiaire accordée aux étrangers dont le retour dans leur pays représente un danger pour leur existence, et les a placés sous le statut nettement plus protecteur de réfugiés. Rendu par sa formation de jugement la plus solennelle et très rapidement répertoriée par le Haut Comité pour les réfugiés des Nations Unies, UNHCR. Cet arrêt de la CNDA a suscité l'ire de l'extrême droite, notamment de M. Julien Audoul, député du Rassemblement national, qui le considère comme le point de départ d'un afflux massif de Gazaouis en France. Sans qu'il soit besoin de s'attarder sur ces réactions ignominieuses, tant le sort des Palestiniens en général et ceux de Gaza en particulier soulèvent l'indignation et la colère chez toute personne capable d'un sentiment d'humanité, l'arrêt de la Cour repose sur un solide raisonnement juridique et marque une forme implicite de condamnation de l'intervention militaire de l'État d'Israël dans l'enclave suppliciée. Le CNDA rappelle notamment que la Convention de Genève du 28 juillet 1951 accorde le statut de réfugié aux personnes ne faisant l'objet d'aucune protection d'un organisme de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, à l'exception de celles prises en charge par l'UNHCR. Elle précise aussi que la directive de l'Union européenne numéro 2011/95/UE du 13 décembre 2011 qualifie de persécution tout acte grave réitéré mettant en danger un individu. Enfin, elle note que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 interdit toute limitation du droit à la vie garantie par son article 2. La stimulation de la requérante et son fils entre dans ce cadre juridique. L'armée israélienne a détruit leur domicile, l'enfant ayant été blessé aux jambes lors du bombardement, sans qu'il n'ait pu être pris en charge par l'Office national de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA. Les intéressés ont pu gagner l'Égypte où l'ambassade de France leur a délivré un laissez-passer consulaire leur ayant permis de rejoindre la France le 23 janvier 2024. D'une part, le CNDA a constaté que cette femme et son fils ne bénéficiaient d'aucune protection de la part d'un organisme de l'ONU. D'autre part, bien qu'apatride, elle a considéré qu'ils disposaient, au sens de l'article 10 de la directive européenne du 13 décembre 2011, citation, « La notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre en particulier l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d'un autre État, d'une nationalité leur ouvrant droit à la protection en faveur des réfugiés, prévu à l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour étayer sa décision, le CNDA revient en détail sur les modalités de l'intervention israélienne à Gaza et rappelle que l'État hébreu a rompu le cessez-le-feu le 19 janvier 2025. Elle précise également que la Cour internationale de justice, sur saisine de l'Afrique du Sud, par 3 ordonnances des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024, a enjoint à Israël de prendre les mesures nécessaires à la prévention du crime de génocide. La Cour tire des conclusions sévères. Citation.
ces méthodes de guerre, qui ont pour effet d'affecter directement et indistinctement l'ensemble de la population civile de Gaza depuis la rupture de l'accord de cessez-le-feu du 19 janvier 2025, sont suffisamment graves du fait de leur nature et de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent être regardés en application des dispositions de la directive citée au point 4 comme des actes de persécution. Fin de citation. L'automatique réponse des partisans inconditionnels d'Israël, selon laquelle toute critique de ce dernier serait une marque d'antisémitisme, devient grotesque. Antisémites, le CNDA? Antisémites, ceux qui dénoncent les bombardements de la population civile, des hôpitaux, des stations de désalinisation de l'eau de mer? Antisémites, ceux qui condamnent les mesures organisant la famine des Gazaouis? Antisémites, ceux qui s'insurgent contre le meurtre de journalistes trop curieux? Antisémites, ceux qui protestent contre la déportation des populations? Cessez-le-feu immédiat à Gaza. Condamnation des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. Donc, Fédération nationale de la libre pensée, le 28 juillet 2025. Donc, c'est une déclaration, un communiqué de presse on ne peut plus actuel que je vous lis, puisque daté de ce lundi 28 juillet. Voilà. Alors, je n'ai pas prévu aujourd'hui de pause musicale, mais je voudrais conclure cette chronique en vous présentant rapidement le dernier numéro de l'Idée libre qui est qui est consacré à la Belgique, ce qui constitue la Belgique, avec donc un éditorial de notre ami Pierre-Yves Monicom, que nous avons reçu il n'y a pas très longtemps dans cette chronique, et avec une série d'articles, comme chaque fois dans cette publication, et notamment dans un article, une rencontre avec Pierre Galland, notre ami libre-penseur belge, qui a été cofondateur de Oxfam Belgique et du Comité national d'action pour la paix et le développement, qui est professeur à l'Institut supérieur de culture ouvrière à l'Université libre de Bruxelles en relations internationales, qui est sénateur, président du Centre d'action laïque, etc., etc. Voilà, et il préside l'association belgo-palestinienne, la coordination des comités européens de soutien au peuple sahraoui et la SBL, laïcité et humanisme en Afrique centrale. Voilà, donc c'était un entretien avec Michel Gaudichaud, et qui aborde bien évidemment la question de ce qui se passe en Palestine. Je vous en lis les premières lignes, j'irai pour vous mettre l'eau à la bouche, sachant que vous pouvez bien évidemment vous procurer ce numéro de l'Idée libre auprès des militants du groupe Fred Zeller. Donc, l'Idée libre pose à Pierre Galland la question. Les lecteurs de l'Idée libre vous connaissent comme militant laïque qui fut naguère président du CAL, Comité d'action laïque. Certains peuvent aussi savoir que vous êtes un des fondateurs du tribunal Russell pour la Palestine. Pouvez-vous revenir sur les conditions de la création de cette instance en Belgique ? Donc c'est un point un peu historique. Et Pierre Galland répond « Le tribunal Russell sur la Palestine est une initiative commune des comités pour la Palestine de France et de Belgique qui, sous la présidence de Stéphane Hessel, ont décidé en 2007 de tenir plusieurs réunions pour réaffirmer quels sont les droits fondamentaux du peuple palestinien. Nous avons été poussés à le faire parce que, déjà à l'époque, les juristes nous alertaient sur les dérives du gouvernement israélien et sa répression contre la population palestinienne, en particulier à Gaza. Dès le début de la première session du tribunal, les experts juridiques déclaraient que si Israël poursuivait dans la voie qu'il s'était tracée, il y a plus de 10 ans déjà, nous risquions d'assister à un génocide. Ce génocide est arrivé. Or, le tribunal avait bien précisé ce qu'étaient les conditions pour ce génocide. Pour la petite histoire, parmi les avocats de l'Afrique du Sud qui sont allés à la Cour internationale de justice, il y avait des juristes membres du tribunal Russell sur la Palestine. Ils ont aidé l'Afrique du Sud à formaliser sa plainte contre Israël pour risque de génocide. Un risque qui est devenu un génocide. Et pire encore, fait unique dans l'histoire, un génocide pour lequel on a annoncé une trêve avant de recommencer, plus atroce qu'avant. Le tribunal Russell avait réaffirmé les droits fondamentaux des Palestiniens. Cela n'a pas été pris en compte par Israël ni par les Nations Unies, alors que nous y avions déposé les conclusions du tribunal, ce qui fut fait aussi au niveau de l'Europe, où nous avons été reçus. Malgré cela, nous avons constaté un autisme permanent concernant la Palestine. On ne parvient pas à être entendu. Et l'Idée libre, Michel Gaudichaud pose la question. On sait que Jean Ziegler, intellectuel suisse et combattant du droit des peuples,
par ailleurs catholique assumé, a souffert d'une campagne de dénigrement liée à votre œuvre commune. Y a-t-il des phénomènes semblables en Belgique? Pierre Galland. Mais oui, mon ami Jean Ziegler a même été attaqué en justice et a subi un procès. Heureusement qu'il a pu vendre ses livres parce que sinon il aurait été en difficulté financière. Quant à moi, j'ai été attaqué à plusieurs reprises. La première fois, c'était par les paracommandos belges en 1967 lorsqu'ils ont sauté sur Kolwezi avec les parafrançais. À ce moment-là, nous avions dénoncé ces agressions contre le peuple congolais avec le mouvement de la paix, le Comité national pour la paix et le développement. Il y a eu de telles menaces sur moi que la gendarmerie belge a été amenée à me protéger pendant plusieurs semaines et à même protéger mes enfants en les conduisant à l'école. Deuxième illustration. À la veille des élections, comme sénateur, j'ai été élu au début des années 2000. Un procès pour diffamation a été intenté par le lobby sioniste pour m'empêcher d'exercer ma fonction de sénateur et pour que je sois à tout moment mis sous pression. Chaque fois que mes accusateurs perdaient dans une procédure, ils introduisaient un recours. Ils m'ont ainsi poursuivi pendant les 5 ans de mon mandat. Ensuite, lors de ma candidature comme président du Centre d'action laïque, le même lobby a tenté de m'opposer un candidat qui n'était pas aussi clair que moi sur la question israélo-palestinienne. Cela ne m'a pas empêché d'être élu avec 89% des suffrages. J'ai encore eu ce genre de problème lors de la lutte anti-missiles, les Cruise et Pershing qu'on voulait déployer en Hollande, en Belgique, en Allemagne et en Grande-Bretagne. On m'a accusé d'être payé par Moscou. J'ai demandé à quelques personnalités belges d'obédience politique différentes d'examiner les comptes du mouvement de la paix en Belgique. Ils ont attesté que nous n'étions pas payés par Moscou, que nos ressources venaient des cotisations et d'une subvention pour l'éducation dans les milieux jeunes en Belgique. Michel Godichaud poursuit ces questions. L'occupation israélienne en Palestine et ses agressions contre le Liban et la Syrie ont atteint des sommets d'horreur à peine imaginables. L'entreprise génocidaire à Gaza a pourtant fait se rapprocher en France une extrême droite fascisante avec des personnages hier classés à gauche. La France a malheureusement déjà eu des expériences de ce type avant et pendant la dernière guerre mondiale. Comment analysez-vous ce phénomène qui n'est malheureusement pas proprement français? Pierre Galland répond. Malheureusement, c'est un phénomène que l'on constate non seulement en France et en Belgique, mais dans toute l'Europe. Je vous rappelle que l'action menée contre Jeremy Corbyn, alors président du Parti travailliste anglais, a été harcelé pour antisémitisme au point d'être obligé de démissionner. Heureusement, aux dernières élections, il a été réélu dans sa circonscription avec une toute grande majorité. En Belgique, les milieux sionistes sont présents dans tous les partis politiques, à part l'extrême gauche. Dans le PS, le Parti libéral, dans le Parti chrétien. Ils sont empreints d'un occidentalisme mal placé. On est contre les Russes, comme à l'époque de la guerre froide. On est pour Israël, porte-avions de l'Occident, pour la région du Proche-Orient. Cela traverse l'ensemble des partis, avec des connotations plus fortes à droite. Concernant la Palestine, le génocide, la guerre au Liban, en Syrie, en Libye, il est clair qu'il y a une omerta qui empêche une partie de la gauche d'exercer le libre examen, le libre arbitre. Et j'en arrête là pour cet entretien entre Michel Godichaud et Pierre Galland que vous pourrez retrouver en totalité donc dans le dernier numéro de l'Idée Libre. Pour conclure cette chronique, je voudrais simplement rappeler que mercredi soir à Périgueux, il y a un rassemblement devant le palais de justice avec des casseroles. C'est un petit peu la tradition que l'on voit apparaître dans toute une série de villes en Europe et aux États-Unis pour apporter une forme de soutien au peuple palestinien. Et je crois qu'au moment où les grandes manœuvres de ceux qui nous ont toujours vomi dessus depuis des mois et des mois annoncent être favorables à une solution à 2 États avec, bien sûr, en se remettant en tête de tout ce qu'a dit dans l'entretien là, que j'ai lu en début de chronique, le sociologue palestinien, écoutez, je crois qu'il est important d'y aller pour discuter, rencontrer les personnes et voir un petit peu comment cette situation peut éventuellement se dénouer. Bonne semaine à tous, rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord.
Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. qui la couvre, elle tient ton glaive